Comment ajouter les programmes d'études à l'étranger à votre bagage professionnel? Si vous êtes un professionnel de l'orientation ou de l'information jeunesse, un professeur des écoles, une institutrice, restez avec nous pour en apprendre un peu plus sur cette option d'orientation qui permet aujourd'hui à beaucoup de jeunes de trouver leur voie. Bonjour et bienvenue sur les podcasts ISPA, l'Agence pour les programmes d'études à l'international. Les informations essentielles à connaître pour proposer l'option des études internationales aux jeunes, un partenaire de confiance à contacter pour vous aider au besoin, voilà ce que l'on va partager aujourd'hui avec vous, et grâce à Marie-Laurence, directrice de l'organisme ISPA, spécialiste des études à l'étranger depuis 30 ans cette année. Bonjour. Bonjour Laetitia. Nous allons tout de suite attaquer par le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'un séjour à l'étranger ? Oui, un séjour à l'étranger va avoir différents modèles. Je vais les classer sur 4 modèles différents. Le premier modèle, c'est l'immersion scolaire. Ça, c'est un séjour que le jeune va faire et il sera inscrit dans un lycée à l'étranger. La particularité des immersions scolaires, c'est de suivre exactement les mêmes cours que les jeunes locaux, faire les activités avec eux, le sport, les clubs, les arts. C'est une vraie immersion. Ce type de séjour peut se faire à partir de 14 ans. 15-16, on va dire que c'est la majorité des élèves. On a quelques 17-18, mais moins que les plus jeunes pour les immersions scolaires. Est-ce que c'est mieux de le faire après la 3e, après la seconde, après la première ? Le mieux, c'est finalement quand le jeune est prêt, mais on va en reparler. On a beaucoup d'élèves qui le font fin de 3e, fin de seconde. C'est des séjours qu'on peut faire aussi sur des durées plus courtes. On n'est pas obligé de faire une année scolaire, ça peut être un semestre, ça peut être un trimestre. Donc on a aussi les élèves qui font le dernier trimestre là, de seconde à l'étranger. Et puis on a quelques élèves aussi qui font l'année de césure entre la première et la terminale, ça se fait aussi. Il y a les séjours courts, on a des élèves qui décident de faire une immersion à l'étranger sur quelques semaines uniquement. Ça peut se faire sur juillet-août en Nouvelle-Zélande. Tiens d'ailleurs les pays. Je ne sais pas si tu allais me poser la question, mais au moins je te le dis. Alors quel pays ? Alors il y a les États-Unis, le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, Espagne, Allemagne, Japon. Voilà, je crois que je te les ai tous dit. Ça, c'est pour la première catégorie en lycée. Deuxième catégorie de séjour, deuxième formule, ce sont les formules en université. Alors là, on s'adresse à des élèves qui ont déjà eu leur bac, mais on a aussi parfois des bacs plus 2, des bacs plus 3 qui se questionnent, qui ont envie de mettre dans leur cursus une immersion universitaire. Alors le principe de l'immersion universitaire, c'est d'avoir, comme on pourrait le faire au lycée, de suivre en fait les mêmes cours que les locaux. C'est pas un séjour linguistique, on est bien d'accord, ce sont de vraies universités et donc l'élève choisit une filière d'études. Elles sont nombreuses à l'étranger, hein. Alors souvent c'est le commerce, c'est le journalisme, c'est l'informatique, l'intelligence artificielle. Voilà, toutes ces formations-là qui sont intéressantes aussi de faire à l'étranger. Et on a aussi quelques élèves qui sont en recherche d'orientation, c'est-à-dire qu'ils sont pas certains du projet et ils utilisent un séjour en immersion universitaire justement pour tester des cours. Quand on est en immersion universitaire, généralement on est soit logé sur le campus, soit en famille d'accueil. On a un programme de bourse qui est top. Pour les universités américaines, ça permet de réduire énormément le tarif. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie de séjour, le séjour linguistique. Le séjour linguistique est en école de langue. On n'est pas dans un lycée, on n'est pas dans une université avec les locaux, on est dans une école. Souvent, ce sont des écoles privées, mais c'est très bien. Ce sont des écoles internationales. Le séjour linguistique, souvent les écoles de langue sont en plein centre-ville. On choisit la durée du séjour, ça peut être peut-être quelques semaines, mais on a des élèves qui décident de rester plusieurs mois. En fait, le séjour linguistique, c'est à la carte.
tu choisis tes dates, ton pays. Alors, on a énormément de pays, la liste serait trop longue, mais déjà tous ceux que j'ai cités pour le lycée et quelques autres en plus, puisqu'on a Rome aussi en Italie, très coloré, enfin, que des destinations qui sont top. Quelle chance ils ont, ces jeunes, de faire ces séjours-là. Et donc, le séjour linguistique, tu peux le faire à partir de 16 ans, parce qu'il faut quand même un peu d'autonomie déjà pour faire un séjour linguistique. Et après, il n'y a pas de limite, hein. Généralement, ça va jusqu'à la fin des études, peut-être 24, 25 ans. On a quelques adultes aussi qui font des séjours linguistiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir les cours de la langue du pays. Dans ta classe, il n'y a pas de locaux. Si par exemple tu fais un séjour linguistique à Manhattan, à New York, tu vas profiter de Manhattan. En cours avec toi, en cours d'anglais, il y a des jeunes qui viennent du Brésil, d'Espagne, du Japon, donc c'est toujours international. Ce qui est bien aussi avec le séjour linguistique, c'est que ce sont des cours de langue à ton niveau, à toi. Hein. Ce sont généralement de petits groupes, donc on progresse vite aussi. Mais pour moi, le séjour linguistique, c'est aussi touristique. Parce que, comme je l'ai peut-être dit, hein, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais les écoles de langue, elles sont généralement en plein centre-ville. Donc, allez, si tu fais 4-5 heures de cours d'anglais par jour, c'est déjà bien. Il faut savoir que généralement, pour chaque cours, tu as des exercices. Et donc, tu as du temps pour visiter la ville. Voilà, donc il y a toujours ce côté aussi découverte. Donc pour ça, le séjour linguistique, c'est top, c'est vraiment à la carte. Et le dernier format que l'on peut proposer à un jeune qui veut découvrir le monde, c'est un emploi de babysitter. Alors ça, on le fait pour les filles uniquement. On le fait aux États-Unis. Et pourquoi, en fait, on le fait aux États-Unis et pourquoi que les filles? Parce que j'ai pas toujours fait que les filles. Les garçons étaient super. Alors pour toutes les activités baseball, alors là les garçons étaient super. Par contre pour tout ce qui était ranger la chambre, préparer le snack aux enfants, bon les filles finalement sont beaucoup plus demandées. Donc on va dire que vraiment le séjour au pair c'est pour les filles. Et alors pourquoi les États-Unis? Ça c'est un choix qui m'est personnel en tant que directrice d'ISPA. Parce que les séjours au pair sont des séjours avec un visa qui est un visa type J1, c'est-à-dire que tout le cadre est imposé par le département d'État américain. Et c'est très rassurant pour les filles parce que les familles d'accueil sont sélectionnées, parce que les filles sont suivies sur place. Et c'est le cadre pour moi qui est rassurant et voilà pourquoi on propose les jeunes filles au pair. Donc ça, jeune fille au pair, c'est parfait pour une jeune fille qui a 18 ans jusqu'à 26 ans, qui aime les enfants, qui a son permis de conduire ou qui est en train de le passer, quoi. Il faut un bac minimum. Et puis on gagne des sous, hein. Parce que les au-pair, elles sont rémunérées. Alors, elles ont de l'argent de poche, parce qu'elles sont nourries, logées. Les familles d'accueil payent le billet d'avion, pour dire quand même que c'est bien. Et donc, les filles mettent, pour celles qui vont quasiment pas dépenser, elles peuvent mettre $10 000 de côté sur un an. Donc, tu vois, ça peut faire aussi un pécule pour payer peut-être une formation, des études. Et puis voilà, ça permet de revenir bilingue. Voilà les 4 grands formats possibles. Les budgets, donc les âges, je te les ai donnés. Les budgets, si on fait une immersion scolaire, alors il y a tellement de budgets différents parce que tout dépend du pays, mais pour te donner une fourchette, si un jeune décide de partir 1 an aux États-Unis en lycée, en séjour en famille d'accueil et lycée bénévole, l'organisation du séjour avec le billet d'avion, avec l'assurance, toute l'organisation, parce que les jeunes sont très suivis, ça va coûter à peu près 13 000 € l'année. D'accord. Si tu vas au Canada, on est plutôt dans les 17 000 € l'année scolaire. En Irlande, en Angleterre, on doit être entre 14 et 16 000 €.
La Suède, je crois que c'est 10 ou 12 000 ou 13 000. Voilà, c'est les sommes à peu près qu'il faut prévoir. Alors après, il y a les programmes aux États-Unis en internat. Là, on va être plutôt sur du 25 000 € l'année. Je sais, c'est cher, hein, mais c'est pas des prix auxquels on est habitué en France. Donc ça, c'est la tranche de prix pour un séjour d'immersion scolaire. Si on part juste un trimestre, ça peut être 6 000 € pour 3 mois aussi, hein, 6 000 à 7 000 € pour 3 mois. Mais bon, de toute façon, il faut pas hésiter à nous appeler pour avoir le détail. Quand on part en université, alors par exemple, quand on va en Irlande, on doit être peut-être à 16 000 € l'année. Je crois que ça doit être à peu près la même chose pour l'Australie. Les États-Unis, les études aux États-Unis coûtent cher, beaucoup plus cher. Mais il faut voir aussi les infrastructures des campus universitaires. Et c'est là que notre programme de bourse est très intéressant parce que ce sont des bourses garanties. Et donc, une université, par exemple, qui va coûter 45 000 €, si elle a une bourse garantie peut-être de 20 000 €, bah pour notre élève, c'est tout de suite possible. Et on a des programmes universitaires où pour peut-être 17 000 € à charge à l'étudiant, hein, il peut vivre une année sur un campus universitaire. Donc, en fait, sa bourse, elle comprend les cours, le logement, une partie des repas. Donc ça, c'est super intéressant aussi, les programmes de bourse. Aux États-Unis, un séjour linguistique, bah après tout dépend du pays, ça peut être 3 000 € par mois. Je donne une moyenne hein, pour les cours et le logement. Comment on le finance? Ben c'est simple. De toute façon, c'est un investissement sur soi-même. Hein. C'est un investissement. Pourquoi? Parce que quand on a la chance de vivre ça, bah déjà humainement, c'est beau parce que ça nous permet de découvrir le monde. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire quand on est jeune, ça, parce qu'on n'a pas encore, voilà, la famille, les enfants. Donc il faut le faire quand on est jeune, et ça nous change, ça change notre regard sur le monde, ça nous donne confiance en nous, on devient plus mature, on est plus souple, on communique mieux. Donc quand on décide d'investir sur soi, mais il y a un retour forcément. Et heureusement qu'il y a les prêts étudiants. Et moi-même, personnellement, je l'ai fait. Et je peux te dire que j'ai jamais regretté. Chaque fois que je remboursais mon prêt étudiant, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Et donc, le principe du prêt étudiant, c'est que la banque donc t'aide pour ce projet-là et tu rembourses avec un décalage, en fait, un remboursement différé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un remboursement différé. Donc, voilà pour les sujets. Donc plein de programmes différents qui sont adaptés à des âges différents, et j'entends bien aussi des bourses qui permettent aussi à des familles qui ont des moyens peut-être plus limités d'accéder à la même chose. Donc ça, c'est super parce que pour les professionnels de l'orientation, ils peuvent avoir affaire effectivement à des jeunes dès le collège. Donc ça, on a bien compris que le programme lycée a priori, ou du séjour linguistique, ou du camp de vacances, parce que je crois qu'il y a aussi des programmes de vacances à l'étranger qui peuvent être une expérience aussi pour un développement de soi, une découverte, en amont peut-être d'un programme plus long, Oui. de lycée, etc. Oui. Ça peut être aussi une solution. Oui. Donc, on a terminé sur voilà ce que ça leur apportait, etc. Mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus justement sur l'évolution de la personnalité et un peu une vision sur le développement personnel, parce que on sait très bien que nos professionnels de l'orientation, nos instituteurs, ils sont face à des jeunes qui, parfois vivent des choses un peu difficiles et ont besoin de connaître autre chose, découvrir autre chose et se découvrir soi-même. Et je crois que partir à l'étranger, c'est aussi ça, se découvrir soi-même. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va changer notre personnalité si on est quelqu'un de timide, si on est quelqu'un d'extraverti? Non, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue en fait. Ça va pas changer notre personnalité extérieure. Mais est-ce que ça va vraiment changer en nous, en profondeur? Par exemple, quand tu vis à l'étranger, c'est pas vrai que tu aimes tout en bloc. En fait, quand tu arrives à l'étranger, tu dis OK, d'accord, donc ça, c'est pas tout à fait comme je l'imaginais. Et qu'est-ce que ça fait, en fait? Cette ouverture-là, parce que finalement, t'as pas le choix. Il faut que tu t'adaptes. C'est comme ça. Cette ouverture, ça va t'apprendre à gérer les frustrations. Et là, je peux te dire que déjà, pour les ados, les parents nous disent, on les reconnaît pas quand ils reviennent. Parce que finalement, quand tu changes de monde,
hein, parce que finalement tu sors de ton monde à toi, de ta zone, tu es obligé de t'ouvrir. Sinon, tu peux pas t'adapter. Tu es obligé de t'ouvrir. Et forcément, l'ouverture, ça va aussi avec cette flexibilité, cette souplesse, l'ouverture d'esprit. Et tu sais, même tu deviens plus humble aussi. Parce que quand tu es à l'étranger, c'est toi qui dois t'adapter à leur vie. Donc voilà, ça ne change pas notre personnalité vraiment, mais par contre, au fond de soi, on est vraiment différent quand on a eu la chance de vivre à l'étranger. Et puis, est-ce que autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, même si ça se fait de plus en plus? Même moi, je le vois, hein, dans ma vie personnelle, quand je dis: «Oh, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Japon», généralement les gens me regardent avec des yeux comme ça un peu: «Ah bon, mais le Japon, mais oh, c'est incroyable!» Ben oui, c'est vrai, quand tu vis au Japon, tu vis sur une autre planète, quoi, mais c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc voilà, c'est toujours très valorisant aussi pour soi. Je pense que c'est juste un merveilleux bagage et ça ouvre beaucoup de portes parce que ça prouve aussi aux autres qu'on est mobile. Et ça, la mobilité, c'est une sacrée compétence. Et justement, tout à l'heure, on a évoqué un peu les familles. Donc j'ai envie de dire oui, et les familles dans tout ça. C'est-à-dire que là, on parle des jeunes, voilà, mais la famille qui est autour, qui va peut-être se prendre ce projet-là un peu par surprise. Comment vous accompagnez chez ISPA les familles à encadrer le programme de leur enfant? Comment les conseillers d'orientation peuvent aussi donner déjà 2-3 pistes aux jeunes pour qu'ils puissent présenter aussi le programme à leur famille? Oui, hem, c'est normal que les parents soient inquiets. Parce que tu laisses partir ce que tu as de plus cher, tu laisses partir ton enfant loin, et forcément c'est source d'inquiétude. Beaucoup de parents sont tout à fait conscients, hein, des bénéfices. C'est pas ça le problème. La difficulté, c'est de dire, en tant que parent, parce que tu es responsable, c'est toi qui lui permet de le faire. Et donc, je pense que vraiment la chose qu'il faut aborder avec les parents, c'est la sécurité. Je crois que c'est ça. Parce que on est tous d'accord sur le fait qu'ils reviennent bilingues pour ceux qui partent 1 an, ils ont changé, etc. Donc la sécurité, et moi en tant que directrice, je peux te dire que c'est vraiment le point le plus important. Voilà. Que les jeunes qui voyagent soient en sécurité. C'est là aussi que je pense que les conseillers d'orientation, les professeurs, les professionnels de l'orientation peuvent aussi mettre en avant un organisme comme le nôtre, parce que ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, parce qu'on a confiance en nos correspondants, parce qu'on connaît leurs valeurs, parce qu'on travaille avec eux, parce qu'on sait préparer les jeunes aussi. Tu sais, réussir un séjour, c'est un gros projet. Et comme tous les gros projets, peut-être comme un grand sportif aussi, si tu es bien préparé, tu vois, tu réussis mieux. Mais ça, le travail de préparation, c'est vraiment le travail de l'organisme aussi. C'est notre métier, on fait ça tous les jours. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Donc oui, je pense qu'il faut que les parents, quand on leur présente le projet, on leur dise: vous allez être accompagnés par des professionnels. Un environnement sécurisé et en pleine confiance. Mais ça, on en parlera un peu après, effectivement, parce qu'effectivement, ISPA, c'est une grande histoire, il y a beaucoup de choses à raconter. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on a en face de soi un jeune qui est prêt à devenir étudiant d'échange? Alors là, écoute, je peux te dire que les jeunes nous appellent directement, c'est pas toujours les parents, hein, mais j'ai parfois des élèves qui ont 14 ans, mais une maturité incroyable, et ils sont prêts. Ils sont prêts, ils en parlent, on leur décrit les programmes et on leur cache rien, hein. On est toujours très franc. Pourquoi? Parce que c'est dans leur intérêt. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, le leur, que ça se passe bien, c'est dans l'intérêt des familles d'accueil, c'est dans l'intérêt des lycées ou des universités d'accueil, c'est dans l'intérêt des parents. Donc, quand tu décris à un jeune tout ce qui va se passer et les challenges, et qui te dit oui, mais c'est ça que je veux faire, il est prêt.
Je pense que ce qui est très très important aussi pour les parents, hein, savoir si son enfant est prêt ou pas, c'est est-ce que notre enfant sera capable d'exprimer ses difficultés? Parce que nous, on peut résoudre si on est au courant. Et il y a des élèves qui sont pas prêts à 16 ans, 17 ans, d'autres qui vont devoir attendre peut-être 22 ans pour faire ces programmes. Il y a pas d'âge en fait. Il y a pas d'âge, mais un bon signal, voilà, qui montre que l'enfant est prêt, c'est déjà sa forte motivation. Par exemple, le fait qu'il s'investisse dans son dossier d'inscription. Parce que il faut réunir des choses, des documents, passer du temps. Et un jeune qui veut faire ce projet, généralement, il montre à ses parents qu'il s'investit. Voilà, donc c'est ces points-là, être capable de parler, une forte motivation et s'investir dans le Un projet. jeune qui soit dans une dynamique et qui ne se laisse pas pousser vers le projet d'étudier à l'étranger, en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que l'idée de départ, le déclencheur, ça peut être une vidéo, ça peut être un copain qui l'a fait, voilà, ça peut être toutes ces choses-là, mais il faut que le projet devienne le sien et que ce soit son projet à lui, fortement motivé. Mmh. Pour revenir à un sujet un peu plus pragmatique, comment le programme à l'étranger s'intègre au cheminement scolaire du jeune Français? Ah oui. Alors, quand on part avant le bac, c'est une discussion qu'il faut avoir avec le chef d'établissement en France. Il y a des chefs d'établissement qui laissent voyager les enfants pour une année scolaire. Ça peut se faire fin de troisième, fin de seconde, et même entre la première et la terminale, hein. C'est autorisé par l'éducation nationale. Et les notes anticipées du baccalauréat que l'on a en première sont gardées pour l'année de terminale. Donc c'est possible, l'année de césure. Voilà. Et d'ailleurs, on peut la valoriser dans Parcoursup. On a même une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique techniquement, voilà, comment le faire. Donc, il faut parler au chef d'établissement si on veut faire une année scolaire, si on veut faire un semestre. Voir avec le chef d'établissement à ce moment-là de pouvoir au retour intégrer la classe supérieure, quel est le semestre qu'il va préférer. On a aussi des élèves qui partent juste un trimestre. Par exemple, aux États-Unis, un trimestre, ça peut être au début août et retour en France après les vacances de la Toussaint. Donc tu vois, en fait, ils n'ont pas manqué beaucoup de cours. Et puis, il y a aussi le dernier trimestre de seconde qui est assez classique. Juillet-août, si on fait une immersion en Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis après, pour ceux qui partent en séjour linguistique, ça se fait juste l'été. Donc là, ça s'intègre tout à fait dans la scolarité. Et puis les post-bac, eh ben, soit on fait une année de césure après le bac, et ça, Parcoursup permet l'année de césure, hein, mais ça peut aussi s'intégrer dans un cursus universitaire à bac plus 2, plus 3, jusqu'à bac plus 5. Donc je comprends bien que c'est un vrai boost, de toute façon, pour le jeune, que ce soit personnellement ou dans son orientation. Et justement, alors peut-être plus de votre expérience à vous, là, toutes les conseillères de chez ISPA, quand vous retrouvez les jeunes, quand ils reviennent après en France, je sais que vous avez des contacts parfois encore avec les familles, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit sur ces enfants qui reviennent en France, sur leur évolution? Qu'est-ce que les familles vous racontent? Pour 98%, je crois, c'était l'année de rêve. C'est toujours pour la grande majorité, c'est difficile de rentrer parce que quand on vit à l'étranger, c'est comme un cadeau en fait. Donc voilà, on profite de tout, on veut tout vivre, on veut goûter à tout. Voilà, on veut goûter à tout, on veut tout faire. Et puis quand on revient, bah voilà, on reprend la vie du quotidien. Alors il y a parfois un petit down quand on revient en France pour ceux qui ont fait des séjours de longue durée. Mais la culture française, et on vit tellement dans un beau pays que je pense que, enfin, pour moi personnellement, hein, puisqu'on est dans la confidence, moi j'ai jamais autant été fière d'être française que depuis que je suis partie à l'étranger. Parce qu'on a aussi une très belle culture, on s'en rend pas compte. Et en fait, qu'est-ce qu'on a quand on revient de l'étranger? On prend le bon des deux avec le recul. C'est là où on booste son CV. C'est parce que on va savoir mettre en avant les plus de la culture française. On va pouvoir aussi prouver à une entreprise qu'on est mobile et dans tellement de secteurs, il faut travailler avec d'autres cultures.
eh ben, on sait s'adapter, on sait faire. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé et quelqu'un qui a eu la chance de le faire, c'est juste énorme. Au-delà du côté humain, hein, parce que c'est beau d'avoir des amitiés dans tous les pays, mais vraiment pour le CV, ça fait une grosse différence. Alors maintenant, voilà, on va penser à tous nos professionnels d'orientation qui nous écoutent et qui ont, là, je pense, bien saisi l'essence des programmes d'études à l'étranger. Comment vont-ils pouvoir présenter ce projet-là à des jeunes dès lors qu'ils auront peut-être croisé un profil qui leur semble convenir à ce projet-là? Quelles informations, les premières infos qu'ils vont pouvoir donner? Heu, Pourquoi ils vont conseiller de partir avec un organisme? Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner un peu comme clé à nos professionnels pour les aider à trouver les bons mots et les premiers mots avec ces jeunes? Alors il y a des professionnels qui ont l'habitude, qui ont déjà plusieurs de leurs élèves ou de jeunes qu'ils suivent, qui sont partis à l'étranger et donc ils utilisent l'expérience en fait qu'ils ont dans le domaine pour pouvoir présenter à un jeune: «Voilà, je pense que pour toi ce serait bien d'envisager peut-être à ce moment-là de ta vie un séjour à l'étranger». Mais on peut aussi être un professionnel et ne pas avoir cette expérience-là. Et dans ce cas-là, il faut juste pas hésiter à nous appeler parce que nous, on fera comme une petite formation. J'ai parfois des psychologues scolaires qui nous contactent, des profs, et on en parle ensemble. Donc ça, il faut pas hésiter à le faire dans le cadre du suivi du jeune. Peut-être avant un deuxième rendez-vous avec les parents. Le premier rendez-vous aurait peut-être permis à faire une expertise de la situation. Et au moment de proposer des solutions, c'est à ce moment-là que le professionnel peut me contacter en amont. Et j'ai même eu parfois des professionnels qui m'ont appelé pendant le rendez-vous. Ils étaient avec les parents, alors je me rends disponible, c'est-à-dire je sais qu'il va y avoir un rendez-vous à ce moment-là et ça peut être, voilà, je suis C'est mise la sur haut-parleur. situation idéale, ça. Oui, et puis je réponds aux questions là en direct, donc ça aussi ça se fait. D'accord, très bien. Et alors, je crois aussi que vous pouvez mettre en avant, enfin, en tout cas, les conseillers d'orientation, les professionnels de l'orientation peuvent mettre en avant vos labels. Parce que partir avec un organisme comme ISPA aussi, c'est une sécurité, comme on l'a dit, qui est certifiée par des labels aujourd'hui. Oui, oui, et là on rejoint le point qu'on a évoqué tout à l'heure sur la sécurité, sur l'inquiétude, de laisser partir son enfant à l'étranger. Un organisme de séjour linguistique, à l'étranger, il faut savoir qu'en France, il y a une législation, ça c'est le bon de la France, hein. Tu sais que tout est encadré, hein. Donc voilà, il faut avoir une licence professionnelle. C'est une licence qui s'appelle Atout France. Et en fait, cette licence-là, elle est faite pour protéger les parents, et les jeunes voyageurs. Parce qu'il faut avoir plusieurs années de compétences prouvées. Il faut avoir une garantie financière, pour parer aux aléas, du voyage, de l'international. Donc ça garantit les parents, pour l'investissement financier qu'ils font. Et puis il y a aussi une responsabilité civile et ça, c'est la base. C'est-à-dire que voyager avec un organisme, c'est important parce que l'organisme apporte toute son expérience, mais aussi apporte tout ce cadre-là qui protège en fait les parents et les jeunes qui voyagent. Et puis après, il y a les labels de qualité. En France, il y en a deux principaux, hein. Il y a l'UNOCEL et il y a l'Office. Bon, ISPA, nous, on a choisi l'Office, voilà. Donc, on est très fidèles, on est resté à l'Office. Et donc, en fait, les chartes de qualité sont élaborées par des associations de parents d'élèves, l'éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères, jeunesse et sport aussi, me semble bien. Et donc, ces chartes-là, nous, on suit ces chartes, on est contrôlé. Donc c'est important parce que le label qualité peut aussi jouer rôle de médiateur. Enfin, vraiment, c'est confortable pour les parents de savoir tout ça, je pense. Tout à fait. Et alors justement, bon, pour terminer ce point-là, alors comment vous contacter? Aujourd'hui, je suis professionnelle de l'orientation, j'ai besoin d'un petit suivi, une petite formation parce que je veux mieux proposer ce genre de programme aux jeunes que j'encadre.
On vous passe un coup de fil, par email. Mais alors, comme tu veux. En fait, ça me fait plaisir. Déjà parce que j'aime ce que je fais. Et puis, je suis heureuse d'être un relais parce que chacun fait son métier. Moi, je pourrais renseigner un jeune pour mon expertise qui n'est que l'international. Je pourrais pas l'aider pour autre chose. Donc, je serais heureuse d'apporter mes compétences à un professionnel à partir du moment où ça permet au jeune de faire un séjour qui va lui apporter. Voilà, c'est ça l'idée. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais quand même terminer ce podcast sur un sujet parce qu'il me semble qu'on est une année particulière en 2025 pour ISPA. Eh oui, c'est l'anniversaire. Voilà, je crois que c'est les 30 ans. En fait, vous l'aviez dit un petit peu déjà tout à l'heure, mais je crois que c'est les 30 ans cette année. Quelle avance. Et ce qui est magnifique chez ISPA, ce que je trouve très beau, c'est que on parle de la ISPA Family, mais c'est vraiment la ISPA Family parce que le tout début de l'histoire d'ISPA, c'est la famille. Oui, c'est ça, avec ma maman. Voilà, donc on a commencé ISPA à mon retour des États-Unis et voilà, donc on a commencé toutes les deux avec nos partenaires, nos quelques élèves et on a finalement gardé cet esprit-là parce que toutes les deux, donc on a pu développer un réseau au fil des années. Et le réseau s'est développé aussi par personnes de même valeur. Et pour nous, ça, c'était vraiment important de grandir petit à petit, mais toujours avec ces mêmes valeurs. Au départ, cet encadrement familial qu'on aime donner. Et en fait, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, donc les partenaires donc se sont développés, mais nos anciens élèves ont voulu rejoindre la ISPA Family pour à leur tour pouvoir aussi conseiller les autres. Donc voilà, on a grandi comme ça et on veut pas être un gros organisme qui fait du gros volume. C'est pas ce qu'on cherche. On veut être accessible, on veut être proche. En fait, on veut vibrer. Voilà, on veut vivre le projet avec eux parce que moi, mon livre est toujours ouvert. J'ai toujours l'impression d'être une éternelle étudiante finalement et ça doit me garder jeune quelque part. Je confirme, une dynamique inébranlable. Merci beaucoup Marie-Laurence. Merci Laetitia. Je suis sûre que les informations vont être très importantes pour tous les professionnels de l'orientation qui nous écoutent. J'espère. Voilà, et à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. À bientôt.